Je bosse pour le service forestier de l'Oregon. Quelqu'un pose des pièges dans cette forêt, pour les humains. La plupart des gens pensent que le boulot d'un garde forestier consiste à se balader dans la nature et à verbaliser les gens qui font des feux interdits. Dans le parc national de Willamette, depuis au moins 6 mois, mon boulot consiste à comprendre pourquoi des touristes se blessent de manière inexplicable. Tout a commencé discrètement, avec quelques cas que nous avons attribués à la négligence habituelle. Le premier était un touriste solitaire, un gars d'environ 25 ans, qui était revenu à sa voiture sur le parking du sentier Copper Creek Falls avec une coupure profonde et nette au mollet. Il a dit qu'il avait trébuché sur une racine d'arbre, mais quand notre infirmière, Sarah, a soigné sa blessure, elle m'a prise à part. Elle m'a dit que la coupure était trop nette et trop étroite, comme si elle avait été faite par un fil métallique tendu ou une lame très fine. Dans le rapport officiel, on a indiqué « chute sur une pierre pointue » parce qu'on n'avait pas d'autre explication. On a fouillé cette partie du sentier et on n'a rien trouvé qui aurait pu laisser une telle trace. Juste de la terre, des racines et des pierres. 3 semaines après cet incident, on a reçu un appel d'une famille paniquée. Ils se promenaient avec leur Golden Retriever près du lac Marion. Le chien s'est enfui dans les buissons et, quelques instants plus tard, ils ont entendu un cri. Ils ont retrouvé le chien, pris dans un nœud grossièrement fait avec un câble en acier. Le nœud s'était resserré autour de sa poitrine, heureusement pas autour de son cou. Ils ont réussi à desserrer le câble et à libérer l'animal. Je me suis rendu sur place. Le piège était rudimentaire, une boucle attachée à un jeune arbre courbé qui devait se redresser et soulever la proie en l'air. Ce n'était clairement pas le travail d'un pro, mais le câble était solide et le nœud bien fait. On a pensé que c'était l'œuvre d'un ado avec des penchants violents. J'ai démonté le piège, récupéré le câble et rédigé un rapport. On a renforcé les patrouilles dans le coin, mais on n'a rien remarqué de louche. Le 3e cas nous a vraiment mis la pression. Une fille qui faisait du trail sur les pentes du mont Jefferson a été retrouvée par un autre groupe de touristes. Elle est arrêtée assise par terre, en état de choc, désorientée, le dos et l'arrière des jambes couvertes de dizaines de petites piqûres profondes. Elle disait qu'elle s'était perdue, qu'elle avait couru à travers les buissons et qu'elle était tombée dans des ronces. Mais quand elle a été amenée au poste de secours, la nature de ses blessures a soulevé des questions. Les perforations étaient trop symétriques, trop régulièrement espacées. On aurait dit qu'elle était tombée sur le dos sur une planche cloutée. On a fouillé à nouveau la zone, carré par carré. Pas de planche cloutée, pas de buissons bizarres, juste des broussailles normales. Son rapport mentionnait de nombreuses blessures perforantes causées par une chute dans des buissons épais. Mais personne n'y croyait plus. Mon chef, le garde forestier principal, David Miller, qui bossait dans le service forestier depuis près de 30 ans, m'a appelé dans son bureau à la fin du mois de septembre. David était de ceux qui croient aux faits et aux rapports, pas aux suppositions. Mais ce jour-là, il avait l'air inquiet. Il m'a fait signe de m'asseoir sans un mot et s'est approché de la carte du parc accrochée au mur. « Jake », a-t-il commencé sans se retourner, « je n'aime pas ça. Il y a trop d'accidents dans le secteur 7. 3 incidents en 2 mois. Tous selon le même schéma. Blessures bizarres, absence de preuves. Les rapports officiels sont clairs, mais il y a quelque chose qui cloche. » Il s'est tourné vers moi et m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était lourd. « Je veux que tu fasses une ronde de nuit, hors des sentiers battus. Commence dès aujourd'hui. Je veux savoir ce qui se passe là-bas avant que quelqu'un ne se fasse sérieusement blesser. » Une patrouille de nuit en dehors des itinéraires officiels, c'est pas la procédure habituelle. D'habitude, on reste sur les sentiers, surtout la nuit. C'était un ordre direct qui soulignait la gravité de la situation.
David n'aurait pas pris le risque de mettre un employé en danger sans raison valable. Ça voulait dire qu'il soupçonnait quelque chose de pire qu'un simple acte de vandalisme. Il pensait à une action délibérée. Dans la soirée, j'ai commencé à me préparer. J'ai vérifié mon sac à dos, trousse de premiers secours, pile de rechange pour ma lampe torche et ma lampe frontale, fusée de détresse, couteau suisse, réserve d'eau et de nourriture. J'ai pris mon arme de service, vérifié qu'elle était chargée et l'ai rangée dans son étui à ma ceinture. C'était la procédure habituelle, mais ce soir-là, je sentais le poids de l'arme plus que d'habitude. J'ai vérifié la radio et l'ai réglée sur notre fréquence. David m'a dit qu'il resterait en contact toute la nuit. J'ai pris la voiture de service jusqu'à la limite du 7e secteur, puis je l'ai garée dans une petite poche près de la route, à l'abri des regards. Il était environ 22 heures. L'air était frais et humide, ça sentait le pin et la terre humide. Le ciel était couvert, on ne voyait pas la lune. Le silence de la forêt était oppressant. Les seuls bruits étaient le bruissement du vent dans les cimes des sapins de Douglas et les cris rares des oiseaux nocturnes. J'ai allumé ma lampe frontale et je me suis enfoncé dans la forêt, en m'éloignant volontairement des sentiers tracés par les animaux. Mais tes bottes craquaient sous les branches sèches et s'enfonçaient dans le tapis d'aiguilles mortes. Le faisceau de lumière révélait dans l'obscurité les troncs des arbres géants, les fougères et les rochers moussus. Chaque bruissement me faisait m'arrêter et tendre l'oreille. J'avançais lentement, scrutant méthodiquement l'espace devant moi. Après environ 2 heures de marche dans ce terrain accidenté, je tombais sur un premier endroit étrange. Sur le tronc d'un vieux sapin massif, à peu près à hauteur d'homme, il y avait des entailles profondes et récentes. Il y en avait plusieurs, à différents angles, comme si quelqu'un avait testé le tranchant de sa machette ou de sa hache. Aucun animal n'aurait pu laisser de telles traces. C'était trop net, trop précis. J'ai signalé ça à David par radio. Il m'a écouté en silence et m'a dit de continuer. J'ai avancé en longeant une petite crête. 1 heure plus tard, j'ai trouvé le premier vrai piège. C'était une fosse à loup. Petite, environ 1 mètre de profondeur et 1 mètre de largeur, mais creusée avec beaucoup de soin. Elle était soigneusement camouflée avec des branches, de la mousse et des feuilles. Si je n'avais pas regardé attentivement où je mettais les pieds, je serais tombé dedans. J'ai éclairé l'intérieur avec ma lampe torche. Au fond du trou, il y avait des pieux pointus, taillés dans des branches épaisses. Ils étaient dignes de se diriger vers le haut. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était pas pour les animaux. L'emplacement était parfaitement choisi, un peu à l'écart d'un sentier à peine visible où quelqu'un aurait pu passer pour raccourcir son chemin. Le trou était récent. La terre sur les bords n'avait pas encore eu le temps de sécher et de s'effriter. « David, j'ai trouvé le trou avec les pieux », ai-je dit dans la radio. Ma voix était plus calme que je ne me sentais. Il y a eu un craquement dans le haut-parleur, puis la voix de mon chef. « Compris, Jake, sois super prudent. Documente tout, neutralise et avance. Vérifie toute la crête. » J'ai pris une photo du trou avec mon téléphone, puis j'ai cassé les piquets avec précaution et je les ai recouverts de grosses pierres et de branches pour que personne ne tombe, accidentellement. Ça m'a pris une 20aine de minutes. Mon sentiment d'inquiétude grandissait. Ce n'était plus une blague. C'était la préparation d'un meurtre. J'ai continué mon chemin le long de la crête, en avançant encore plus lentement et prudemment, et j'ai commencé à les trouver les uns après les autres. Des nœuds faits d'un fil d'acier fin, mais incroyablement solide, tendus entre les arbres à hauteur du cou. À la lumière de ma lampe, ils étaient juste presque invisibles. J'ai failli tomber dans l'un d'eux. Le faisceau de ma lampe a accidentellement glissé vers le haut et s'est reflété sur le métal. Je me suis figé à un pas du piège. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai reculé lentement. J'ai trouvé 4 autres nœuds coulants. Ils étaient tous installés à différentes hauteurs,
comme s'ils avaient été conçus pour des personnes de tailles différentes. J'ai soigneusement coupé chaque fil avec mes pinces coupantes. Celui qui avait fait ça était méthodique et connaissait cette forêt comme sa poche. Vers l'aube, quand le ciel a commencé à s'éclaircir à l'est, je suis descendu de la crête dans un petit vallon, à l'abri des regards. Et là, je les ai vus. 3 silhouettes étaient d'amour et suspendues, aux branches basses et épaisses d'un vieux chêne, aux branches étendues. Elles se balançaient lentement dans la légère brise matinale. Ma première pensée a été que c'était des gens, mais en m'approchant, j'ai compris que c'était des mannequins. Ils étaient grossièrement assemblés à partir de morceaux de bois, enveloppés dans de la toile de jute et habillés de vieux vêtements. Ils étaient des grandeur nature. L'un des mannequins était vêtu d'une veste de randonnée usée et d'un jean. Un autre portait un imperméable pour enfants de couleur jaune vif. Mais le troisième m'a figé sur place. Il était vêtu des restes d'un uniforme du service forestier de l'Oregon. Une veste verte, un pantalon. Tout était décoloré et déchiré. Je me suis approché de lui, mon cœur battait à tout rompre. Sur la poitrine du mannequin, épinglé à la veste, pendait un badge en plastique standard d'employé. Il était décoloré, craquelé par le temps et les intempéries, mais on pouvait encore lire l'inscription. J'ai braqué ma lampe de poche sur lui, même si le jour se levait déjà. Le badge disait « Mark Henderson ». Mark était un ranger de notre station. Il avait disparu dans cette même forêt 2 ans auparavant. Les recherches n'avaient rien donné. La version officielle disait qu'il avait probablement fait une chute mortelle ou qu'il avait été attaqué par des animaux sauvages. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Je restais là, à regarder ce bout de plastique accroché à la toile de jute, sentant le froid du matin s'infiltrer sous ma veste. Ça n'avait pas de sens. Les pièges, les fosses, les collets, c'était une chose. C'était malveillant, mais impersonnel. Mais ça, c'était un message. J'ai sorti ma radio. Mes deux mains ne tremblaient pas, mais je serrais la touche de transmission si fort que mes jointures blanchissaient. David, c'est Jake. Je suis dans le ravin, à environ 1 demi-mile, à l'est de la crête. Tu dois voir ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jake? La voix de David dans le haut-parleur était tendue. 3 mannequins, suspendus à un arbre. L'un d'eux porte l'uniforme du service forestier. Je fis une pause. Il a un badge, c'est celui de Mark Henderson. Le silence se fit dans la radio pendant quelques secondes. Je n'entendais que des grésillements. « Ne touche à rien », dit enfin David. Sa voix était dure, officielle. « Ne touche à rien du tout. Sécurise le périmètre. Attends-moi. Je vais rassembler l'équipe. On sera là dans 1h30. » « Compris », répondis-je en rangeant la radio. 1 heure seule à cet endroit m'a semblé une éternité. Je ne suis pas resté là à attendre. Je me suis mis au boulot. J'ai fait le tour de la clairière en décrivant un large cercle, inspectant attentivement le sol. Je cherchais des traces, de l'herbe piétinée, des branches cassées, n'importe quoi qui aurait pu indiquer comment cet homme était arrivé et reparti. Mais il n'y avait rien. Le tapis forestier était épais, composé d'aiguilles de pin et de feuilles mortes. Toute trace laissée ici quelques heures auparavant aurait déjà disparu. Celui qui avait fait ça savait ce qu'il faisait. Il n'avait rien laissé derrière lui. J'ai pris des dizaines de photos avec mon téléphone. Une vue d'ensemble de la clairière, chaque mannequin séparément sous différents angles. Le badge de Mark en gros plan, les nœuds avec lesquels les cordes étaient attachées aux branches. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression d'être observé. Ce n'était pas un pressentiment mystique, mais une conclusion logique. Le créateur de ce théâtre macabre pouvait être quelque part à proximité, observant ma réaction. Je me suis arrêté plusieurs fois et j'ai lentement inspecté la forêt environnante, mais je n'ai rien vu d'autre que des arbres et des ombres. Au bout d'1 heure environ, j'ai entendu un craquement de branches.
Au bord du ravin, 3 personnes apparurent. David, un autre rangeur plus âgé, nommé Rob, et l'adjoint du shérif de la ville voisine, que j'avais vu à plusieurs reprises. Un homme trapu d'une 50aine d'années, nommé Carter. Ils s'approchèrent, en silence, le visage sombre. Ils s'arrêtèrent à quelques pas du chêne, regardant les silhouettes pendues. « Bon sang !» marmonna Carter en retirant son chapeau. David s'approcha du mannequin, en uniforme de rangeur, et examina longuement le badge sans le toucher. « C'est lui, » dit-il. « Je me souviens de cette éraflure, au coin. Mark l'avait laissé dans le parking 1 semaine avant sa disparition. » Rob fit le tour de l'arbre, examinant les nœuds. « Beau travail, » dit-il. « Des nœuds professionnels, et la corde était de bonne qualité pour l'escalade. » Ils travaillèrent de manière coordonnée et professionnelle. Ils bouclèrent comme la clairière avec du ruban adhésif, notèrent chaque détail et prirent des photos avec un appareil photo professionnel. Ils ont soigneusement retiré les mannequins, les ont mis dans des sacs pour les preuves et les ont emportés. Toute l'opération a pris environ 3 heures. Pendant tout ce temps, personne n'a dit un mot de trop. L'ambiance était tendue. Quand on était retourné aux voitures, David s'est mis à ma hauteur. « Maintenant, ce n'est plus juste du vandalisme, » a-t-il dit. « Ça a un rapport avec la disparition d'un agent fédéral. Passe me voir quand tu rentres, au poste. On doit rouvrir le dossier Henderson. » De retour au poste, je me suis assis à mon bureau. David a posé devant moi un gros dossier intitulé « Henderson, Mark, affaire de disparition ». J'ai commencé à feuilleter les pages, des rapports de recherche, des cartes de la région, des transcriptions d'entretiens avec des collègues et la famille. Tout était sec et factuel. Mark Henderson, 34 ans, rangeur expérimenté, 8 ans d'ancienneté. Ce jour-là, il était parti pour une patrouille homme de routine dans le secteur 7. Sa camionnette a été retrouvée le lendemain sur le parking au début du sentier. Ses affaires de personnel, son portefeuille et son téléphone étaient vendus dans la voiture. Aucune trace de lutte. Les recherches ont duré 2 semaines. Des centaines de bénévoles, des chiens, un hélicoptère. Rien. Pas un bout de vêtement, pas une trace. Conclusion officielle, disparu dans l'exercice de ses fonctions. Accident présumé. « Il manque un détail dans les rapports », a dit David, rompant le silence. J'ai levé les yeux vers lui. 1 mois avant sa disparition, Mark était devenu différent, nerveux. Il m'a dit plusieurs fois qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la forêt, qu'il trouvait des signes bizarres. Je lui ai demandé lesquels, mais il n'arrivait pas à m'expliquer clairement. Il parlait de marques sur les arbres, de pierres empilées, bizarrement. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue, du burn-out. Je lui ai proposé de prendre des vacances. Il a refusé. David se frotta l'arête du nez. Maintenant, je pense qu'il avait trouvé quelque chose que j'avais pris pour des bêtises à l'époque. Le lendemain, notre travail a changé. David a instauré de nouvelles règles. Toutes les patrouilles dans le 7e secteur devaient désormais se faire à 2. Tout écart par rapport à l'itinéraire devait être signalé par radio. On a commencé à installer des dizaines de nouveaux pièges photographiques, pas seulement sur les sentiers, mais aussi au fond de la forêt, dans des endroits qui pouvaient y sembler stratégiques pour notre inconnu. Les mannequins et le badge ont été envoyés au laboratoire criminel de l'État, mais on n'avait pas beaucoup d'espoir. Ils étaient restés trop longtemps à l'air libre. Le plus inquiétant, c'est que nos vieilles caméras, installées sur tous les principaux itinéraires touristiques, n'avaient jamais pas enregistré un seul individu suspect au cours des derniers mois. Personne avec des outils, des cordes ou des câbles en acier. Ça voulait dire 2 choses. Soit notre chasseur était super discret, soit il savait où étaient toutes nos caméras et les évitait. Ça indiquait quelqu'un qui avait accès à nos infos confidentielles. Un initié. Je n'arrivais pas à me sortir ça de la tête.
Le soir, après mon service, je restais à la station et fouillais dans les archives. Je parcourais les anciens journaux de patrouille, les cartes datant de 2 ou 3 ans. Je cherchais un indice, quelque chose qui aurait pu être lié aux dernières semaines de travail de Mark Henderson. Comme pour nous tous, ces notes étaient courtes et concises. Patrouille sur le sentier A. Tout est en ordre. Vérification du camp B. Aucune infraction. Mais dans l'une de ces dernières notes, rédigée 3 jours avant sa disparition, j'ai trouvé quelque chose. Écrit d'une écriture maladroite, il disait « J'ai vérifié l'ancien sentier des trappeurs près du ruisseau Obsidienne. Le terrain montre des signes d'activité récente. Aucun contact. » L'ancien sentier des trappeurs. Il n'apparaissait sur aucune de nos cartes modernes. Il s'agissait d'itinéraires empruntés par les chasseurs et les trappeurs il y a 100 ans. La plupart étaient dignes depuis longtemps, envahis par la végétation et avaient disparu. Mais Mark en connaissait apparemment une, et il y avait trouvé des signes d'activité. J'ai décidé que je devais trouver ce sentier. Je n'en ai pas parlé à David, ce n'était qu'une supposition basée sur une ligne dans un vieux journal. Je ne voulais pas semer la panique pour rien. Pendant mon jour de congé, j'ai pris mon GPS perso et je suis parti pour Obsidian Creek. J'ai utilisé de vieilles cartes topographiques trouvées dans les archives et je les ai comparées au terrain actuel. Ça m'a pris presque toute la journée. J'ai traversé des buissons épais en suivant les méandres du ruisseau et la forme des collines. Et je l'ai trouvé. Ce n'était pas une trace, mais plutôt une allusion à une trace. Une légère dépression dans le sol, 2 vieux arbres à moitié pourris avec des entailles pour s'orienter. Le sentier était presque entièrement recouvert par la forêt. Je m'y suis engagé. Après quelques centaines de mètres, je l'ai vu. Sur le tronc d'un vieux cèdre, à hauteur des yeux, était cloué un petit oiseau grossièrement sculpté dans le bois. Il était noirci par le temps, recouvert de mousse, mais le style de la sculpture était sans aucun doute le même que celui des mannequins dans la clairière. Et juste en dessous de l'oiseau, dans l'écorce de l'arbre, il y avait une marque récente, une ligne verticale, tellement récente qu'elle suintait encore de résine. Je restais là à regarder cette marque quand ma radio, accrochée à mon épaule, s'est soudainement mise à grésiller. Ce n'était pas la voix de David. C'était un bref bruit statique, suivi d'un son à peine audible et déformé. Ça n'a pas duré plus de 2 secondes, mais j'ai eu le temps de le reconnaître. C'était un fragment d'une vieille mélodie populaire, jouée à l'harmonica. Puis le silence est revenu. Notre canal de communication était censé être sécurisé. Il ne pouvait pas y avoir une telle interférence, avec en plus un fragment musical dans ce coin perdu. Et j'ai compris que quelqu'un ne se contentait pas de poser des pièges dans notre forêt. Il écoutait aussi nos conversations. Je me figeais, les yeux rivés sur la radio, comme si c'était un serpent. La mélodie, aussi courte soit-elle, résonna clairement, sans interférence. Ce n'était pas un signal accidentel. Je sautai sur la radio, changeai de canal, puis revins au premier. « David, c'est Jake, à toi », dis-je à voix basse. Seul un sifflement régulier me répondit. Pas de réponse. La décision fut instantanée. Je n'étais plus un explorateur ici. J'étais en territoire étranger et le maître des lieux avait fait savoir qu'il savait que j'étais là. Je fis demi-tour et repartis rapidement, sans courir. Chaque pas semblait assourdissant. Je ne regardais plus mes pieds à la recherche d'empreintes. Je scrutais la forêt de tous côtés, scrutant les ombres épaisses entre les arbres. Le sentiment d'être observé n'était plus abstrait. Il était devenu presque physique. L'air semblait épais et lourd. Je gardais la main sur la crosse de mon pistolet, mais je ne le sortais pas. Je savais que si ça en arrivait là, j'avais probablement déjà perdu. Le chemin du retour vers la voiture m'a semblé 2 fois plus long. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir quitté la forêt et d'avoir rejoint le gravier où était égaré mon pick-up. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, après avoir verrouillé les portes,
que je me suis autorisé à reprendre mon souffle. J'ai réessayé d'appeler David. Cette fois, il a répondu tout de suite. Sa voix était claire. « Jake, où t'étais? Je t'ai appelé il y a 5 minutes. » Je retourne à la base, j'ai trouvé le sentier, et autre chose, lui ai-je dit brièvement, sans émotion, en lui parlant de l'oiseau sculpté, de la marque fraîche et de l'interception radio. Je n'ai pas mentionné qu'il s'agissait d'une mélodie jouée à l'harmonica. J'ai simplement dit « un signal sonore étranger sur le canal sécurisé. Reviens immédiatement », m'a ordonné David, et plus de sortie en solo. C'est un ordre, terminé. Quand je suis revenu à la station, David m'attendait déjà avec Rob et notre spécialiste des communications, un gars qui s'appelait Kevin. Je leur ai raconté en détail tout ce que j'avais vu. Quand je suis arrivé au moment de la radio, Kevin a secoué la tête. « C'est impossible », a-t-il dit. « Nos radios fonctionnent sur une fréquence cryptée, avec un changement de fréquence brusque. Pour intercepter une transmission, il faut un équipement qui coûte une fortune et être à portée visuelle. Et pour simplement écouter, il faut connaître les clés de cryptage, qui changent toutes les 24 heures. Donc, il a ce matériel et il était quelque part dans les parages, conclut David. Ou alors, il a nos clés. » À la dernière phrase, la pièce se refroidit. L'idée que l'inconnu puisse avoir un complice ici même, dans la station, était pire que n'importe quel piège dans la forêt. On s'est concentré sur ce qu'on avait. Une vieille piste, une figurine sculptée et une marque. C'était quoi cette ligne verticale? Un avertissement? Une marque de territoire? Ou autre chose? On était assis devant les cartes, essayant de comprendre la logique de cet homme. Tous ces pièges et ces marques étaient concentrés dans le 7e secteur, la partie la plus sauvage et la moins fréquentée. « Demain, Rob et toi y retournerez », décida David en me regardant. « Ensemble, en tenue complète. Votre mission est d'installer plusieurs caméras sur ce sentier, surtout près de l'arbre marqué, et de continuer à explorer le chemin. On doit savoir où il mène. » Le lendemain matin, Rob et moi sommes de partis à l'aube. Cette fois, tout était différent. On était armés non seulement de pistolets, mais aussi de fusils à pompe. On avançait lentement, comme lors d'une opération tactique, en se couvrant mutuellement. La forêt ne semblait plus paisible. C'était désormais un territoire ennemi. On a facilement trouvé l'arbre avec l'oiseau sculpté. La rayure fraîche sur l'écorce était toujours là. On a rapidement et silencieusement installé 3 caméras miniatures, en les camouflant dans l'écorce et la mousse. Les caméras étaient connectées au réseau cellulaire et transmettaient les images en temps réel, directement à la station. Désormais, si quelqu'un s'approchait de cet arbre, on le saurait en quelques secondes. Après avoir accompli la première partie de notre mission, on a continué notre chemin sur un sentier à peine visible. Elle nous a emmenés toujours plus loin dans la forêt, dans une partie du parc où même les rangers les plus expérimentés n'avaient jamais mis les pieds. Le terrain est devenu de plus en plus accidenté. Nous avons dû nous frayer un chemin à travers des arbres abattus et traverser à gué des ruisseaux glacés. Il était évident que ce sentier était emprunté, même si c'était rare. Parfois, on trouvait une branche fraîchement cassée ou une trace de chaussure à peine visible. Après environ 1 kilomètre, le sentier nous a menés à une petite clairière. Au milieu de la clairière se trouvait une construction, une vieille cabane de trappeur noircie par le temps, tellement intégrée au paysage environnant qu'on ne pouvait pas la remarquer à 20 mètres. Le toit était à moitié effondré. La porte ne tenait plus que par un seul loquet rouillé. Cette cabane ne figurait sur aucune carte du parc. On s'en approchait avec la plus grande prudence, armes à la main. Rob restait dehors pour faire le guet, tandis que je jetais un coup d'œil à l'intérieur. Une odeur d'humidité, de pourriture et d'excréments de souris nous a envahis. À l'intérieur, c'était le chaos total. Des planches me pourries, les restes rouillés d'un poêle à bois, de vieux chiffons.
On aurait dit que personne n'était venu ici depuis 50 ans. J'ai fait signe à Rob, qui m'a suivi à l'intérieur. On a commencé à inspecter les lieux méthodiquement. Au début, nos recherches n'ont rien donné, juste une cabane abandonnée. Mais alors que j'étais sur le point de partir, j'ai remarqué quelque chose dans un coin éloigné. Sous un tas de bâches pourries, le sol semblait différent. Plusieurs planches étaient bien plus claires et plus récentes que les autres. Elles n'étaient pas recouvertes d'une couche aussi épaisse de poussière et de saleté. « Rob, éclaire ici », ai-je dit. Rob a dirigé le faisceau de sa lampe vers le sol. On a tous les deux vu la même chose. L'une des planches avait une petite encoche, pratique pour la soulever. Rob avait un petit pied de biche dans son sac à dos. Il a soigneusement soulevé le bord de la planche et l'a retiré. Il y en avait une autre en dessous, puis on a enlevé tout ce plancher. Sous celui-ci, on a découvert l'entrée d'une petite cave creusée dans le sol. Une odeur de terre sèche s'en échappait. On a éclairé l'intérieur avec nos lampes torches. C'était une cachette, sèche et propre. À l'intérieur, plusieurs objets gisaient sur le sol en terre battue. Quelques boîtes de conserve aux étiquettes décolorées, un vieux couteau de chasse avec une lame rouillée, et deux objets qui ont tout de suite attiré notre attention. Un rouleau de papier bien serré, attaché avec de la ficelle, et un petit carnet relié en cuir. Rob se précipita dans la cave et me tendit ses trouvailles. Je dépliai d'abord les cartes. C'étaient des cartes faites à la main, dessinées à la main, de notre secteur, mais elles comportaient des indications qui ne figuraient pas sur nos cartes. Des points d'eau, des abris et surtout, tout un réseau de sentiers abandonnés comme celui-ci. Puis j'ai pris le carnet. La reliure en cuir était dure et craquelée par le temps. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient remplies d'une écriture à l'encre décolorée. C'étaient les notes d'un vieux trappeur. Observation météo, nombre de proies de chassés, prix des fourrures. Les dates remontaient aux années 60. J'ai continué à feuilleter jusqu'à environ la moitié du carnet. L'écriture avait changé. Les nouvelles notes avaient été écrites au stylo, à bille, d'une écriture soignée qui m'était familière. J'ai tourné les pages jusqu'à la dernière note. Elle s'était datée du 22 octobre, 2 ans auparavant, la veille du jour où Mark Henderson avait officiellement disparu. La note se composait d'une seule phrase, des lettres imprimées soigneusement que j'avais déjà vues plusieurs fois dans ses rapports. Elle disait « Il ne construit pas de piège, il construit une maison ». Rob et moi avons regardé cette dernière phrase dans le journal, et le silence dans la cabane délabrée est devenu assourdissant. Il ne construit pas de piège, il construit une maison. Ces mots, écrits de la main soignée de Mark Henderson, changeaient tout. Les pièges, les mannequins, les panneaux n'étaient pas juste de la cruauté gratuite, c'était une défense, une protection du périmètre. Mais c'était quoi cette maison? Et pour qui? On doit partir, dit Rob d'une voix inhabituellement basse. Tout de suite, on n'en a pas discuté. Notre mission venait de changer. On n'était plus des éclaireurs. On était des agents qui avaient besoin de récupérer des preuves cruciales dans une affaire de disparition qui venait de se transformer en meurtre potentiel. On a soigneusement rangé le journal et les cartes dans un sac étanche. J'ai contacté David par radio. David, c'est Jake. Rob et moi sommes en route. On a trouvé quelque chose d'important. De très important. Quoi exactement? Pas par radio, ai-je répondu. Je te dirai juste que ce sont des affaires qui appartenaient à Henderson. On sera à la station dans 2 heures. Il y eut un bref silence. Compris. J'attends, répondit David. Il avait compris. Le chemin du retour fut tendu. Chaque craquement de branche nous faisait sursauter. Nous ne transportions pas simplement de vieux papiers dans nos sacs à dos. Nous transportions la solution d'un mystère que quelqu'un avait caché dans la forêt pendant 2 ans. Et cette personne était toujours là. À la gare, dans le bureau de David,
fermée à clé. On a étalé nos trouvailles sur une grande table. Il n'y avait que Rob, David, l'adjoint du shérif Carter et moi. On a d'abord déplié les cartes avec précaution. Elles étaient dessinées sur du papier épais, jauni par le temps. C'était le travail de toute une vie. Les cartes indiquaient non seulement nos itinéraires officiels et les points de repère, mais aussi tout le réseau clandestin de cette forêt. Des sentiers secrets, des sources d'eau potable, des grottes naturelles pouvant servir d'abri. Tout le 7e secteur était couvert de notes et de symboles. Il y avait des traits verticaux, comme celui que j'avais vu. Mais il y en avait d'autres, des cercles, des croix, des spirales. Ils signifiaient différentes choses. Danger, eau, abri. C'était la carte d'un royaume étranger. Puis on s'est mis à lire le journal. On a lu les notes de Mark dans l'ordre chronologique. Elles étaient des fragmentaires. Il ne les avait pas écrites tous les jours. Il a d'abord raconté comment il était tombé par hasard sur cette cabane. Puis, il a expliqué comment il avait trouvé les vieilles cartes du trappeur et compris que quelqu'un entretenait ce réseau. Il décrivait ses découvertes. Des abris habilement construits avec des branches, de petits barrages sur les ruisseaux qui changeaient de leur cours, des postes d'observation installés au sommet de grands arbres. Au début, Mark pensait qu'il était tombé sur le campement d'un ermite inoffensif ou d'un fan de survie. Mais plus il avançait, plus ses notes devenaient inquiétantes. Il a commencé à comprendre l'ampleur du phénomène. Ce n'était pas simplement une vie dans la forêt. Il s'agissait d'une transformation active de la forêt pour répondre à des besoins spécifiques. Il a écrit qu'il se sentait suivi, que quelqu'un déplaçait les repères qu'il avait laissés pour lui-même. La peur grandissait dans ses notes. Il a compris qu'il avait pénétré sur un territoire que quelqu'un considérait comme sien et que cette personne n'était pas ravie d'avoir des invités. La phrase « Il construit une maison » a été la dernière révélation de Mark. Il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un refuge. C'était un habitat que son propriétaire avait façonné et qu'il défendait. Les pièges formaient une clôture. Les mannequins étaient des épouvantails. « Mais qui est ce « il » demanda Rob en feuilletant les vieux carnets du trappeur. « Ce vieil homme est dos mort depuis longtemps. »« C'est quelqu'un qui est ici depuis très, très longtemps, » dit David. « Quelqu'un qui connaît cette forêt mieux que nous. Quelqu'un de patient et d'habile. » À ce moment-là, un petit bip retentit sur l'ordinateur portable de David, qui affichait les images des caméras. C'était une alerte de mouvement. L'une des caméras que Robert et moi avions installées près de l'arbre avec l'oiseau sculpté s'était déclenchée. On fixa tous l'écran comme si on avait reçu un ordre. L'image était claire. C'était le début de soirée dans la forêt. Tout était calme, et tout à coup, une silhouette est apparue à gauche de l'image. C'était un homme. Il n'avait pas l'air d'un monstre ou d'un fou. Il portait des vêtements simples et pratiques, de couleur terre, un pantalon en tissu épais et une vieille chemise en flanelle. Sur sa tête, un chapeau usé à large bord, enfoncé sur ses yeux. Il bougeait lentement, sans bruit, avec l'assurance de quelqu'un qui est chez lui. Il n'avait pas d'arme. Il marchait simplement dans la forêt. Il s'est approché directement de l'arbre marqué. Il n'a pas regardé une seule fois dans notre direction, où nous avions caché nos caméras. Il ne regardait que le tronc, l'oiseau sculpté et la ligne verticale en dessous. Puis il a levé la main. Elle était gantée. Il tenait dans sa main un morceau de pierre pointue, semblable à un couteau en silex. Lentement, avec une précision presque rituelle, il a tracé une deuxième ligne verticale à côté de la première. Il y avait maintenant 2 marques sur l'arbre. Il les a regardées pendant 1 seconde, comme pour évaluer son travail. Puis il s'est retourné tout aussi silencieusement et a disparu dans la forêt. Toute la scène n'a pas duré plus de 30 secondes. On était assis dans le silence, les yeux rivés sur le chemin forestier désert, à l'écran. On avait son image, floue, imprécise, mais on l'avait. «
Kevin, dit David sans quitter l'écran des yeux. Lance la reconnaissance faciale. Passe toutes les bases de données en revue. Je dois savoir qui c'est. L'adjoint du shérif Carter, qui avait observé la scène en silence, se pencha vers l'écran. Il plissa les yeux pour regarder de plus près l'image figée de l'homme. « Pas besoin de reconnaissance faciale, » dit-il doucement. « Je sais qui c'est. » On se tourna tous vers lui. « C'est Samuel Pierce, » dit Carter. Sa famille possédait la majeure partie de ses terres avant que le gouvernement ne les rachète pour créer un parc national dans les années 60. Tout le monde pensait qu'il avait quitté l'État il y a longtemps, après la mort de ses parents. Si c'est bien lui, il doit avoir près de 70 ans. Le nom et l'histoire de cet homme nous ont frappés de plein fouet. Samuel Pierce, un fantôme avec un motif. Ce n'était pas un psychopathe, au hasard. Il défendait ce qui, selon lui avait toujours appartenu. Cette idée était bien plus effrayante qu'une menace anonyme. Elle donnait un sens à ses actions. David a tout de suite pris les choses en main. Il a demandé officiellement le soutien total du bureau du shérif. Cette affaire dépassait largement la compétence du service forestier. Carter a hoché la tête. « C'est notre affaire », a-t-il dit. « C'est maintenant une opération conjointe. On a cherché le nom Samuel Pierce dans toutes les bases de données de possibles. Les infos qu'on a trouvées confirmaient les dires de Carter et rendaient le tableau encore plus effrayant. La famille Pierce était la dernière à avoir possédé ces terres. Samuel, né en 1956, avait disparu après la mort de ses parents, à la fin des années 70. Pas d'adresse, pas de permis de conduire, pas de déclaration fiscale, pas d'antécédent de crédit. Pendant 40 ans, il n'avait pas existé aux yeux de l'État. Il s'était effacé du système et était apparemment simplement rentré chez lui. Maintenant, on avait son profil. Un homme d'environ 70 ans, en excellente forme physique. Un expert en survie avec une connaissance inégalée de la région, transmise de génération en génération. Il était complètement autonome. Et il était là depuis tout ce temps. 2 marques sur l'arbre. On a revérifié les journaux. La première était apparue après ma visite en solo. La deuxième, après notre arrivée avec Rob. Il ne se contentait pas de compter. Il comptait nos incursions sur son territoire. La question principale se posait. Comment attraper un fantôme dans son propre royaume? Une rafle à grande échelle était hors de question. Pierce connaissait chaque pierre, chaque ruisseau. Il nous aurait repérés à des kilomètres. Ces pièges n'étaient pas placés au hasard, mais faisaient même partie d'un système défensif bien pensé. Toute attaque directe aurait fait des victimes parmi nos hommes. David a pris la seule bonne décision. Nous allions utiliser ses propres méthodes, discrètement et sans bruit. Notre principal avantage, c'était ses propres cartes. Maintenant, on connaissait son réseau secret. On pouvait prévoir ses itinéraires, trouver ses cachettes. Le plan, c'était pas de le traquer, mais d'encercler son territoire avec notre propre réseau de surveillance. On devait étudier son emploi du temps, comprendre ses habitudes et trouver un moyen de le capturer sans combat. Les jours suivants ont été marqués par une activité intense et presque silencieuse. De petites équipes de 2 ou 3 personnes, composées des rangers les plus expérimentés et des adjoints du shérif, ont commencé à s'infiltrer dans le 7e secteur. On a utilisé les cartes de Pierce contre lui. Je dirigeais l'une de ces équipes. En suivant un sentier sinueux marqué sur une vieille carte, nous sommes arrivés à un promontoire rocheux. La carte indiquait un abri. Nous ne voyions rien d'autre qu'un tas de pierres et de broussailles. Mais en y regardant de plus près, nous avons remarqué qu'un gros rocher était en fait une porte habilement camouflée. Derrière elle se trouvait une petite grotte sèche. À l'intérieur, on a trouvé des traces d'une présence récente, des réserves de viande séchée et de champignons séchés soigneusement empilés, des outils faits maison, un lit de branches de sapin. On n'a rien touché.
On a juste installé une mini-caméra de la taille d'un bouton et on était reparti aussi discrètement qu'on était venu. Chaque jour, on comprenait mieux l'étendue de sa mise en maison. Ce n'était pas juste des sentiers et des pièges. On a trouvé des petits canaux creusés pour arroser des plates-bandes de plantes sauvages comestibles. On a vu des systèmes complexes de pièges pour le petit gibier, pratiquement invisibles pour un œil non averti. Il ne vivait pas simplement dans la forêt, il la contrôlait. Il était son jardinier et son gardien. Et ça provoquait un étrange mélange de peur et de respect réticent. Au cours d'une de ces sorties, on a failli se faire prendre. Mon groupe était en train d'installer un capteur sismique près d'un ruisseau quand on a entendu un bruit. Un craquement distinct et clair d'une branche sèche tout près, plus haut sur la pente. On s'est figé. Tous nos muscles étaient narres tendus. On était resté immobile pendant peut-être 5 minutes, qui nous ont semblé une éternité. Silence total. On ne voyait personne, mais je sentais physiquement le regard de quelqu'un posé sur moi. Puis, au loin, on a entendu le cri faible d'un oiseau. Ce n'était ni une pie, ni un merle, ni aucun des oiseaux dont nous connaissions le chant. C'était un signal. Il était là. Il nous avait vus et nous avait laissé partir. Pourquoi ? Nous avons immédiatement annulé l'opération et battu en retraite. La vérification des enregistrements des caméras installées de précédemment n'a rien donné. Il était dans l'angle mort. Une semaine s'est écoulée. On avait maintenant tout un réseau de caméras et de capteurs couvrant les points clés de la carte de Pierce. Et on a commencé à voir sa routine. Il se déplaçait en formant un immense cercle, faisant le tour de son territoire, vérifiant ses pièges, ses cachettes de nourriture et ses postes d'observation. Il était comme un fermier faisant le tour de ses terres, méthodique, prévisible. Un soir, la caméra près de la vieille socabane s'est déclenchée. Samuel Pierce est apparu sur l'écran de notre QG improvisé. Il portait quelque chose de gros et informe, enveloppé dans une toile de jute. Il n'est pas entré dans la cabane. Il s'est dirigé vers la clairière avec le grand chêne, là où j'avais trouvé les 3 premiers mannequins. On retenait tous notre souffle en le regardant à l'écran. D'un pas lent et assuré, il s'approcha du chêne. Il déplia son paquet. C'était un autre mannequin, une autre poupée faite de bois et de chiffon. Il passa une corde sur une branche basse, celle-là même où pendait autrefois le mannequin en tenue de rangère. Il suspendit la nouvelle silhouette. Ce mannequin était habillé simplement. Une chemise à carreaux, un pantalon de travail. Rien de spécial, à part un détail. Quelque chose était épinglé sur la poitrine du mannequin. David a zoomé en passant sur la caméra haute résolution qu'on avait installée là quelques jours auparavant. L'image était devenue plus nette. Une radio était attachée à la chemise du mannequin, le même modèle que celui qu'on utilise tous, et un petit rectangle plastifié était accroché à la ceinture de la radio. C'était ma carte d'identité officielle de rangée, celle qui était toujours accrochée à ma ceinture. J'ai instinctivement tapoté mon côté. Vide. L'attache était là, mais pas la carte. Je ne savais pas quand ni comment je l'avais perdue. Peut-être ce jour-là, quand je me frayais un chemin à travers les buissons pour rejoindre la cabane. Peut-être quand on avait battu en retraite, après avoir entendu le craquement d'une branche. Je ne savais pas, mais Samuel Pierce l'avait trouvé. Et maintenant, il l'avait accroché à son nouvel épouvantail. Le froid dans la pièce était palpable. Ma carte d'identité, épinglée sur la poitrine d'une poupée de chiffon, n'était pas seulement une menace, c'était une déclaration. Samuel Pierce nous disait que toute notre technologie, tout notre équipement, tous nos plans n'étaient à noter rien. Dans sa forêt, il était un dieu, et nous n'étions que des invités maladroits. Il avait pu s'approcher de moi si près qu'il avait retiré ma carte de ma ceinture sans que je m'en aperçoive. C'était la dernière gaffe, le dernier avertissement. « Il joue avec nous », dit Carter, rompant le silence. « Il montre qu'il peut atteindre n'importe lequel d'entre nous quand il le veut.
David regardait en silence l'image figée sur l'écran. Son visage ressemblait à un masque de granit. « Alors, le jeu est terminé, » dit-il. « On doit agir. Maintenant. » On ne pouvait plus se permettre d'attendre. Il fallait trouver son repère, le cœur de son « chez lui ». Je me suis rassis à la table où étaient étalées les cartes de Pierce et le journal de Mark Henderson. J'avais dû rater quelque chose. J'ai scruté les symboles qui jonchaient là la carte, des croix, des cercles, des traits verticaux et des spirales. On n'avait toujours pas compris ce qu'elles signifiaient. J'ai rouvert le journal de Mark, j'ai relu les dernières notes, les plus désespérées, à la recherche du moindre indice. Et j'ai trouvé. Dans l'une des dernières notes, écrite quelques jours avant sa disparition, Mark avait écrit « Les spirales sont toujours près de l'eau, pas près des ruisseaux, mais près de quelque chose de plus grand, de l'eau stagnante. » J'ai tout de suite ouvert sur mon ordinateur les cartes satellites de notre secteur avec la meilleure résolution. J'ai superposé dessus l'image scannée de la carte de Pierce. Je cherchais des traces de spirales. Mark avait raison. Elles se trouvaient toutes près de petits lacs cachés, de carrières inondées et de marécages. Des endroits où les touristes ne mettaient jamais les pieds. Et dans la partie la plus reculée du secteur, au cœur même de son territoire, il y avait une spirale, la plus grande. Elle était dessinée juste au-dessus d'un petit lac sans nom, enfoncé dans un profond cratère. C'était là, son refuge principal, la potable maison dont Mark avait parlé. On a formé un groupe d'assaut, les meilleurs. David, qui a insisté pour participer, moi, Rob et les 2 adjoints les plus expérimentés de Carter. Le plan n'était pas de l'attaquer. Le plan était de l'encercler discrètement. On devait s'approcher du lac à l'aube, prendre position et lui demander de se rendre. On n'aurait utilisé nos armes qu'en dernier recours. On savait tous qu'on n'avait pas affaire à un tueur en série, mais à un homme poussé à bout pour protéger son monde. On est parti pendant la nuit. On avançait en silence, équipé de lunettes de vision nocturne, empruntant l'un des sentiers secrets de Pierce. Le monde entier s'était réduit à un cercle verdâtre de lumière dans lequel on pouvait voir les dos de nos potes qui marchaient devant nous. On ne parlait pas, on communiquait uniquement par gestes. 1 heure avant l'aube, on est arrivé au bord de la cuvette. Devant nous, en contrebas, s'étendait le lac. Il ressemblait à une cuvette entourée de 3 côtés par des parois rocheuses, abruptes. Une forteresse naturelle. Et sur une petite péninsule qui s'avançait dans l'eau sombre, on l'a vu. Ce n'était pas une cabane, c'était quelque chose d'incroyable. Une longue maison basse, construite en rondins, parfaitement intégrée au paysage. Son toit était vivant, recouvert d'une épaisse couche de mousse et d'herbe. Il se confondait presque avec le versant de la colline. De loin, il était impossible de le remarquer. Un mince filet de fumée s'échappait d'un petit tuyau fait de pierres de rivière. Il était là. On s'est dispersé et on a pris position autour du périmètre du vallon. On s'est allongé et on a attendu les premières lueurs du jour. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir à l'est, teintant les cimes des arbres de gris, David a pris sa radio. Il l'a réglée sur un canal universel ouvert que n'importe quel récepteur dans les environs pouvait capter. « Samuel Pierce », a dit sa voix, amplifiée par le haut-parleur qui a résonné au-dessus du lac. « Ici le service forestier des États-Unis. Vous êtes encerclés. On ne veut pas vous faire de mal. Sortez les mains en l'air. » Il n'y eut aucune réponse. Seul le vent soufflait dans les arbres. Un filet de fumée s'élevait encore de la cheminée dans le ciel matinal. On attendait. 10 minutes passèrent, puis 20. Rien. Nos nerfs étaient à vif. Et puis, la porte de la maison s'ouvrit. Mais ce n'était pas Pierce qui apparut sur le seuil. C'était une femme, petite, maigre, vêtue d'une simple robe en laine. Ses longs cheveux gris étaient ici tressés. Elle semblait très vieille et fragile, mais elle se tenait droite. Elle balaya du regard les pentes du vallon, déterminant sans se tromper nos positions. Son regard ne trahissait aucune crainte. Puis,
Il est sorti de derrière elle. Samuel Pierce. Il était exactement comme sur l'enregistrement de la caméra. Il n'avait pas d'arme. Il tenait un petit coffre en bois comme s'il s'agissait du plus grand trésor au monde. Il était passé devant la femme et s'est dirigé lentement vers le bord de l'eau. Il ne regardait pas dans notre direction. Il ne regardait que le lac. J'étais allongé à ma place. Je le regardais avec mes deux jumelles. J'ai regardé la femme qui était restée sur le pas de la porte. Et là, j'ai tout compris. Sur le mur de notre bureau, à la station, il y a une vieille photo décolorée. Elle a été prise le jour de l'ouverture du parc national, dans les années 60. On y voit la famille de Pierce serrant la main d'un fonctionnaire, lui remettant symboliquement leur terre. J'avais vu cette photo des centaines de fois. J'ai reconnu cette femme. C'était la sœur cadette de Samuel, Evelyn Pierce. D'après les documents officiels, elle était morte d'une pneumonie près de 50 ans auparavant.